par un mardi soir pluvieux, au cœur de New York, à l'intérieur des murs tapissés de velours du Gilded Spoon, 5 hommes entrèrent pour anéantir un roi. Leur cible, Julian Croft, un géant de l'industrie dont la fortune éclipsait le PIB de petites nations. C'étaient des professionnels, silencieux, rapides et absolument impitoyables. Ils s'attendaient à déclencher des alarmes de sécurité, peut-être même à rencontrer la police. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, ce que leur planification méticuleuse n'aurait jamais pu anticiper, c'était la serveuse discrète qui débarrassait les assiettes dans le coin. Une femme nommée Ahara Vance. Ils y virent une servante. Ils étaient sur le point de faire face à un règlement de compte. Ce n'est pas une histoire de braquage. C'est l'histoire de la façon dont le passé oublié d'une femme explosa au présent, et en l'espace de 12 minutes, changea l'équilibre du pouvoir dans une ville qui en vit. Le Gilded Spoon n'était pas un endroit pour la nouvelle richesse qui exhibait ses fortunes sur les réseaux sociaux. C'était une relique, un sanctuaire de discrétion à l'ancienne, niché dans une rue tranquille de l'Upper East Side. Ses clients étaient le genre de personnes dont les noms étaient chuchotés, pas clamés, gravés sur les plaques de laiton des bibliothèques universitaires et des ailes d'hôpitaux. Ce mardi particulier, la pluie à l'extérieur peignait des portraits chatoyants et déformés de la ville sur les fenêtres à vitraux du restaurant. À l'intérieur, l'atmosphère était d'une élégance feutrée. Une lumière basse et chaude scintillait sur l'argenterie polie et les verres en cristal. L'air sentait le vieux cuir, le canard rôti et l'argent si ancien qu'il avait oublié comment se faire entendre. À travers cette tranquillité soigneusement orchestrée se déplaçait Vance, un fantôme dans un uniforme noir impeccable. Pour l'observateur occasionnel, Ahara était parfaitement banale, et c'était précisément son intention. À 27 ans, elle avait maîtrisé l'art de l'invisibilité. Ses mouvements étaient économes et silencieux, son expression placide et neutre. Elle remplissait les verres d'eau avant qu'ils ne soient vides, débarrassait les assiettes dès qu'une fourchette était posée, et anticipait le besoin d'addition d'un client avec une intuition quasi psychique. Elle était, à tous égards, une serveuse exemplaire. Mais sous la surface placide, Ahara était une forteresse d'observation. Elle ne se contentait pas de voir les clients. Elle les cataloguait. L'homme dans la cabine 4, M. Abanati, tripotait toujours son alliance quand il mentait à son compagnon de dîner. Le couple près de la fenêtre, les Sinclair, était au bord d'un divorce houleux, en témoigne le millimètre d'espace qu'ils maintenaient entre leurs verres de vin. Ahara remarquait tout. Le changement subtil de posture, le serrement de mâchoire, le battement de cils. C'était une compétence affûtée non pas dans une école hôtelière, mais dans le creuset d'un passé qu'elle gardait enfermé, enfoui profondément sous les sourires travaillés et les hochements de tête polis. Autour de son cou, glissé sous son uniforme, elle portait un simple médaillon en argent usé sur une fine chaîne. Il était lisse au toucher, résultat d'années d'habitude anxieuse, et c'était la seule pièce de son ancienne vie qu'elle s'autorisait à garder. À précisément 20h15, la clochette au-dessus de la lourde porte en chêne tinta doucement. Julian Croft entra, et un changement subtil se produisit dans l'attraction gravitationnelle de la pièce. Les têtes tournèrent, les conversations s'interrompirent une demi-seconde de trop. Croft n'était pas seulement riche. Il était le pouvoir incarné. En tant que PDG de Croft Enterprises, un vaste conglomérat mondial tentaculaire dans tout, de l'ingénierie aérospatiale à la logistique militaire privée, c'était un homme qui faisait bouger les marchés d'un seul coup de fil. Il était grand et impeccablement vêtu d'un costume anthracite sur mesure. Mais il y avait une lassitude dans ses yeux bleus perçants que son immense fortune ne pouvait dissimuler. Il n'était pas flanqué d'une escorte de sécurité, un fait qui surprenait toujours le personnel. Il venait ici seul, toujours le deuxième mardi du mois. Il ne venait pas pour la nourriture, qui était exquise, ni pour le service, qui était impeccable. Il venait pour le souvenir. Votre table habituelle, Monsieur Croft, dit le maître d'hôtel, un homme nommé Antoine, à l'allure de diplomate à la retraite, avec un hochement de tête respectueux. Ahara regarda Croft être conduit à la banquette 7, une alcôve isolée au fond. C'était l'endroit préféré de sa défunte épouse. Ahara le savait non pas parce qu'on le lui avait dit, mais parce qu'elle avait vu la façon dont son regard dérivait parfois vers le siège vide en face de lui, un éclair de perte profonde dans son expression autrement gardée. Elle s'approcha de sa table, son bloc-notes à la main. Bonsoir, Monsieur Croft. Puis-je vous apporter quelque chose pour commencer? Il ne leva pas les yeux du menu, bien qu'il sût déjà ce qu'il allait commander. Un verre de Macallan 25. Sec. Sa voix était un baryton grave habitué au commandement. Bien sûr, dit Ahara, sa voix un doux murmure professionnel. Alors qu'elle se tournait pour partir, il parla à nouveau, sa voix plus douce cette fois. Et mademoiselle Vance. Ahara s'arrêta, se retournant. Il était rare qu'il utilise son nom. Il leva enfin les yeux pour croiser les siens. Ils étaient perçants, analytiques, comme s'il évaluait une OPA hostile. Le coq au vin est-il aussi bon que le mois dernier? C'était une simple question, mais c'était un test. C'était sa façon de demander si le chef était le même, si les standards baissaient, si le monde qu'il essayait de garder parfaitement ordonné conservait encore sa forme. Le chef du bois est en pleine forme ce soir, monsieur, répondit-elle calmement. Je pense que vous le trouverez au-delà de vos attentes. Un éclair de quelque chose, d'approbation, peut-être même une ébauche de sourire, traversa ses lèvres avant de disparaître. Très bien. Ahara recula vers le bar, ses sens en alerte maximale. Quelque chose était différent ce soir. Ce n'était pas Croft. Il était la constante. C'était une charge subtile dans l'air, un léger bourdonnement de dissonance juste sous la surface calme du restaurant. Elle le rejeta comme un sous-produit de la tempête extérieure, la tension perpétuelle de la ville s'infiltrant à travers les murs. Elle se trompait. Au bar, alors qu'elle procurait le scotch ridiculement cher, elle jeta un coup d'œil à son reflet dans le miroir derrière les rangées de bouteilles scintillantes. Le visage qui la regardait était le masque d'une inconnue.
Banal, modeste, facilement oublié. Personne ne devinerait jamais la violence dont ses mains étaient capables. Personne ne pouvait voir les souvenirs qui scintillaient derrière ses calmes yeux gris. Des souvenirs d'une vie où l'observation n'était pas une compétence professionnelle, mais une question de survie. Le médaillon en argent lui parut soudain froid contre sa peau. C'était un rappel d'une promesse qu'elle s'était faite, un vœu scellé dans le sang et les larmes il y a une éternité. Elle ne serait plus jamais une victime. Elle serait toujours celle qui voit la tempête arriver. Mais même elle ne pouvait pas voir l'ouragan qui était sur le point d'entrer. À 20h43, le tintement de la sonnette d'entrée sonna différemment. Ce n'était pas l'annonce douce d'un nouveau client, mais un clingue aigu et discordant, comme si la porte avait été ouverte avec force plutôt qu'avec grâce. 5 hommes entrèrent. Ils n'arrivèrent pas ensemble, mais dans une séquence échelonnée et coordonnée, presque chorégraphique dans sa précision. Les 2 premiers étaient banals, vêtus de costumes sombres et bien ajustés, un peu trop fonctionnels pour un endroit comme le Gilded Spoon. Ils contournèrent le poste du maître d'hôtel sans un mot. L'un prenant position avec une vue dégagée sur l'entrée, l'autre se déplaçant avec fluidité vers le couloir menant aux toilettes, ses yeux scannant la salle à manger. Antoine, le maître d'hôtel, ouvrit la bouche pour protester contre ce manquement au protocole, mais un hochement de tête sec, presque imperceptible, du premier homme le fit taire. Ce n'était pas une demande. C'était une occupation. Les 2 hommes suivants étaient plus grands, leurs larges épaules tendaient le tissu de leur veste. En dessous, Hara pouvait voir la bosse reconnaissable d'une armure corporelle et la silhouette subtile mais indéniable d'une arme à l'étui à leur taille. Ils se déplaçaient avec la confiance lourde et délibérée d'hommes intimement familiers avec la violence. L'un se tenait près du bar, dos au mur, son regard balayant la pièce d'un mouvement professionnel et systématique. L'autre prit position près des portes de la cuisine, coupant efficacement la principale voie d'évasion du personnel. Les clients commencèrent à remarquer. Les fourchettes s'arrêtèrent à mi-chemin des bouches. Les conversations faiblirent. L'atmosphère chaleureuse et conviviale du restaurant s'évapora en quelques secondes, remplacée par une peur froide et piquante. L'air devint épais et lourd, chargé d'une menace tacite. Hara était derrière le bar, polissant un verre à vin. Ses mains ne s'arrêtèrent pas, le doux crissement du chiffon sur le cristal, le seul son normal dans une pièce qui était devenue d'un silence de mort. Mais son esprit s'emballait, traitant la scène avec une clarté terrifiante. Ce n'était pas un braquage. Les voleurs étaient bruyants, chaotiques et se concentraient sur la caisse enregistreuse. Ces hommes étaient silencieux, organisés, et leur objectif était unique. Ses yeux passèrent d'un homme à l'autre, notant leur position, leur posture, leurs oreillettes. Ils créaient un périmètre, une zone de tir, et au centre se trouvait la banquette 7. Le 5e homme entra. C'était clairement le chef. Il était de taille moyenne, avec des cheveux sombres, plaqués en arrière, et les traits prédateurs et acérés d'un faucon. Il portait un costume italien sur mesure qui coûtait probablement plus que ce qu'Hara gagnait en 3 mois. Il se déplaçait avec une grâce languide, presque arrogante, ses yeux se posant sur la table de Julian Croft avec une intensité glaçante. Il afficha un sourire mince et cruel qui n'atteignait pas ses yeux froids et sombres. C'était Marco Bellini, connu dans les cercles qu'il embauchait sous le nom de Le Fantôme, un spécialiste des extractions et de la persuasion corporative la plus brutale. Le sang d'Hara se glaça. Elle reconnut la formation. C'était une tactique classique d'encerclement et de scellement, conçue pour un contrôle et une intimidation maximaux. Elle l'avait vu schématisé dans des manuels d'entraînement usés d'une vie passée qu'elle luttait quotidiennement pour oublier. Sa main alla instinctivement au médaillon sous sa chemise, le métal froid, une encre familière dans une mer d'adrénaline montante. Marco glissa vers la banquette 7, ses chères chaussures en cuir ne faisant aucun bruit sur le tapis moelleux. Les 2 hommes plus grands commencèrent à se déplacer de concert, le flanquaient, leur intention désormais terrifiante de clarté. Julian Croft avait observé la scène se dérouler dans le reflet de son verre de scotch. Quand Marco arriva à sa table, Croft n'eut l'air ni surpris, juste agacé, comme si une réunion d'affaires avait été incommodément interrompue. Il but une lente gorgée de sa boisson avant de finalement lever les yeux. « Bellini, dit Croft, sa voix empreinte de mépris. J'aurais dû savoir qu'il enverrait un chien avec un collier de luxe. Je suppose que vous n'êtes pas là pour discuter de la qualité du coq au vin. » Le sourire de Marco s'élargit. « Monsieur Croft, toujours un plaisir, mais mon employeur, Monsieur Thorne, estime que notre dernière conversation est restée inachevée. Il a demandé un débriefing plus personnel. Il désigna vaguement la pièce. Et il m'a demandé de m'assurer que vous étiez entièrement concentré sur la discussion. Pas de distraction. » À cela, l'un des hommes plus grands sortit un pistolet compact, silencieux, de sa veste. Il ne visait personne en particulier, mais sa présence était un hurlement dans la pièce silencieuse. Une femme à une table voisine halta, un son étouffé et terrifié. Les téléphones sur la table, maintenant, ordonna l'homme au bar, sa voix une grogne grave qui perça la peur. Lentement, tremblotant, les clients commencèrent à déposer leur téléphone portable sur leur nappe blanche. L'esprit d'Hara était un superordinateur exécutant 1000 calculs par seconde. Porte de la cuisine bloquée, entrée principale contrôlée. 2 gros hommes de main, 2 éclaireurs, un chef, cible Croft. Objectif, extraction, pas assassinat. Sinon, il serait déjà mort. Elle vit l'homme près des portes de la cuisine jeter un coup d'œil vers elle, son regard dédaigneux. Elle faisait partie du décor, une serveuse, une non-menace. C'était la même erreur que les gens avaient toujours faite à son sujet. C'était l'erreur sur laquelle elle comptait. Marco se pencha plus près de Croft, sa voix tombant à un murmure conspirateur. Nous pouvons faire ça de la manière simple, Julian, ou de la manière difficile. La manière difficile implique que je redécore ce charmant établissement avec le sang de ces innocents. Le choix, comme on dit, vous appartient.
vous viendrez avec nous, et vous apporterez la clé Phénix. Le sang-froid de Croft se fissura finalement. Un éclair de choc authentique traversa son visage à la mention de la clé Phénix. C'était une réaction infime, presque imperceptible, mais Ahara la vit, et Marco la vit. Ah, ronronna Marco. Donc, vous l'avez sur vous. Excellent. Cela nous fera gagner beaucoup de temps et d'ennui. Il claqua des doigts. Les deux grands hommes se mirent à saisir Croft. C'était le moment, le point de non-retour. Ahara posa le verre de vin sur le bar avec un clic doux et délibéré. Le son n'était rien. Pourtant, dans le silence écrasant, c'était tout. L'homme au bar tourna la tête vers le son, les sourcils froncés d'agacement. Dans cette fraction de seconde de distraction, Ahara Vance cessa d'être une serveuse. La fille invisible avait disparu. À sa place se tenait toute autre chose, forgée dans la douleur, affûtée par la discipline, et absolument, terrifiante de capacité. Toute sa posture changea. L'affaissement de soumission de ses épaules se redressa en une ligne d'acier tendu. Son expression placide devint un masque de concentration froide et létale. Son monde se réduisit aux menaces, aux angles et aux opportunités. La tempête n'était plus seulement à l'extérieur. Elle était dans la pièce, et elle en était l'épicentre. Le premier mouvement fut une symphonie d'efficacité brutale. Ce n'était pas un acte de panique, mais une équation froide et calculée de la violence. L'homme de main au bar, celui qui s'était retourné au son du verre qui cliquetait, était la menace la plus proche, et celle qui avait la ligne de mire la plus dégagée sur le plus grand nombre de clients. Il devait être neutralisé en premier. Ahara se déplaça avec une vitesse qui défiait toute croyance. Un instant, elle était derrière le bar, le suivant, elle flottait au-dessus, un flot de noir et blanc. Elle ne le franchit pas avec une grâce athlétique. Elle l'utilisa comme un point de lancement. Dans sa main droite, elle tenait maintenant une lourde bouteille pleine de Bordeaux. Elle ne l'avait pas saisie consciemment. Son corps l'avait simplement enregistré comme le meilleur outil disponible. L'homme de main, nommé Dimitri, n'eut qu'un instant pour enregistrer la vue impossible de la serveuse se ruant sur lui dans les airs. Sa main était déjà en mouvement vers son arme, mais il était une fraction de seconde trop tard. Les pieds d'Ahara touchèrent le sol, et elle pivota, tout son élan et son poids corporel se déversant dans l'arc de son cou. La bouteille frappa le côté de la tête de Dimitri d'un bruit sourd et humide. Elle ne se brisa pas. La force de l'impact fut entièrement absorbée par son crâne. Ses yeux roulèrent en arrière, et l'homme de 110 kg s'effondra comme une marionnette dont les fils sont coupés, s'affaissant au sol en un tas désarticulé. Il était inconscient avant même de toucher le sol. Un souffle collectif traversa le restaurant. C'était un son de choc pur et inaltéré. Marco Bellini, qui était en train de tirer un Julian Croft stupéfait sur ses pieds, se figea. Son opération parfaitement orchestrée venait d'être déraillée par le personnel. Qu'est-ce que c'est que ça? Le deuxième homme de main, un homme nommé Carlos, positionné près de la cuisine, aboya, tournant son attention et son arme vers Ahara. C'était l'ouverture qu'elle avait créée. Ahara n'attendit pas. Elle donna un coup de pied à l'un des lourds tabourets de bar, l'envoyant glisser sur le parquet poli directement sur le chemin de Carlos. Il esquiva instinctivement pour l'éviter, une micro-correction qui lui coûta une précieuse demi-seconde et déstabilisa son équilibre. C'était tout ce dont elle avait besoin. Elle s'élança, restant accroupie sous la trajectoire probable de son tir. Elle ne cherchait pas à réduire la distance pour le combattre. Elle la réduisait pour se rendre à la cuisine. Elle fonça à travers les portes battantes juste au moment où le premier coup de feu éclata. Clac! Le son était assourdissant dans l'espace clos. Une femme cria. La balle destinée à Ahara éclata l'encadrement de porte en bois où sa tête se trouvait un instant auparavant. À l'intérieur du sanctuaire en acier inoxydable de la cuisine, le personnel, un chef, deux sous-chefs et un plongeur étaient blottis dans un coin, les yeux écarquillés de terreur. Dehors par la porte arrière, maintenant. La voix d'Ahara n'était plus le doux murmure d'une serveuse. C'était un ordre sec et ferme qui ne souffrait aucune discussion. Ils s'empressèrent d'obéir, tâtonnant avec la serrure de la lourde porte en acier qui menait à l'allée arrière. Carlos, l'homme de main, ouvrit les portes battantes d'un coup de pied, son pistolet tenu à deux mains. Folle, tu es morte. Ahara était déjà en mouvement. Sur un comptoir de préparation se trouvait une poêle en fonte, encore chaude d'avoir fait saisir des pétoncles. Elle la saisit par la poignée, la chaleur à peine enregistrée par ses sens engourdis par l'adrénaline, et la lança comme un disque. Carlos, concentré sur la recherche d'une cible, ne s'attendait pas à un projectile venant de sa gauche. La lourde poêle le frappa à l'épaule et au poignet de sa main armée. Il grogna de douleur, son tir vacillant alors que son poignet hurlait de protestation. C'était sa deuxième fenêtre d'opportunité. Alors qu'il luttait pour réajuster son tir, Ahara s'élança. Elle n'attaqua pas son arme. Elle attaqua son corps. Elle enfonça son épaule avec force dans son sternum, utilisant sa taille contre lui, le déséquilibrant. Sa main gauche jaillit et se referma sur son poignet armé, non pour le désarmer, mais pour contrôler la direction de l'arme, la pointant vers le plafond. Sa main droite se serra en un poing serré, délivra 3 coups rapides et brutaux à sa gorge. Il s'étouffa, ses yeux exorbités, l'air chassé de ses poumons. Sa prise sur l'arme se desserra. Ahara tordit son poignet d'un mouvement sec et entraîné qui l'aurait brisé si elle avait appliqué une fraction de pression supplémentaire. L'arme tomba sur le sol carrelé. Elle ne s'arrêta pas. Elle accrocha sa jambe derrière la sienne, le faisant tomber en arrière. Il tomba lourdement, sa tête heurtant le coin d'une table de préparation en acier avec un craquement répugnant. Il devint mou. 2 hommes à terre. Silence.
Les seuls sons étaient la respiration paniquée du personnel restant alors qu'il réussissait enfin à ouvrir la porte arrière et à se déverser dans l'allée pluvieuse, et les gémissements lointains et terrifiés de la salle à manger. Ahara se tint une seconde au centre de la cuisine, respirant difficilement. Son cœur était un marteau-piqueur contre ses côtes. Le médaillon sur sa poitrine lui sembla brûlant. C'était la partie d'elle-même qu'elle avait essayé de tuer, la discipline, la violence, la concentration froide et lucide au milieu du chaos. C'était l'héritage de son entraîneur, le sergent Kalin, qui lui avait martelé une seule leçon jusqu'à ce qu'elle fasse partie de son ADN, l'hésitation, c'est la mort. Agir, réagir, contrôler. Elle ramassa le pistolet tombé au sol. Ses mains en reconnurent instantanément la sensation. Un Glock 19. Elle vérifia le chargeur, presque plein. Ses mouvements étaient fluides, ancrés, une mémoire musculaire qu'elle n'avait pas sollicitée depuis 5 longues années. Dans la salle à manger, la frustration de Marco Bellini s'était transformée en fureur incandescente. Il repoussa Julian Croft dans la banquette. Reste, grogna-t-il comme à un chien. Les 2 éclaireurs restants, nommés Anton et Lucas, avaient tiré leurs armes et avançaient maintenant prudemment vers les portes de la cuisine, leurs mouvements saccadés et incertains. C'étaient des éclaireurs, des observateurs, pas des bagarreurs de première ligne. Ils étaient dépassés. Qu'est-ce qu'elle est, murmura Anton, les yeux écarquillés. Peu importe, siffla Marco dans son oreillette. Maîtrisez-la maintenant. L'usage de la force est autorisé. Je la veux au sol. Ahara entendit le frottement de leurs chaussures sur le tapis à l'extérieur des portes de la cuisine. Elle savait qu'il s'attendrait à ce qu'elle sorte en tirant, alors elle fit le contraire. Sur la cuisinière, une casserole d'eau était à gros bouillon. Elle la saisit avec un torchon, se déplaça sur le côté de la porte et attendit. Elle ralentit sa respiration, écoutant. 1, 2 battements de cœur. Elle ouvrit la porte d'un coup de pied et lança simultanément la casserole d'eau bouillante dans un large arc de cercle. Un cri d'agonie déchira le restaurant alors que l'eau bouillante frappa Lucas en plein visage et sur la poitrine. Il laissa tomber son arme, griffant sa peau, son comportement professionnel incinéré par une douleur pure et inaltérée. Anton, éclaboussé par l'eau mais pas directement touché, recula sous le choc. Ahara explosa hors de l'embrasure. Elle ignora l'homme hurlant et fonça droit sur Anton, le Glock tenu bas et serré contre son corps. Il tenta de lever son arme, mais elle était déjà à l'intérieur de sa garde. Elle frappa la base lourde de la poignée du pistolet vers le haut dans son menton. Sa tête se renversa, les dents claquant, et son monde devint noir. Il s'effondra au sol. 3 et 4 hommes à terre. Il ne restait plus que Marco. Ahara pivota l'arme, maintenant nivelée, sa posture parfaite, ses mains stables. Elle et Marco Bellini se tenaient à 6 mètres de distance, séparés par une mer de tables renversées et de clients terrifiés blottis sur le sol. Julian Croft observait depuis sa banquette, le visage un masque d'incrédulité. Marco avait sa propre arme sortie, pointée directement sur la tête de Croft. Une impasse. Lâchez-le, dit Marco, sa voix dangereusement calme. La fureur dans ses yeux s'était transformée en un charbon froid et couvant. Lâchez-le maintenant ou le milliardaire aura un 3e œil. Le regard d'Ahara était inébranlable. Son doigt reposait légèrement sur la gâchette. Vous sortez par cette porte tout de suite. Vous partez et vous vivez, dit-elle, sa voix stable, dépourvue de peur. Marco rit, un son rauque et grinçant. Vous n'avez aucune idée de qui vous avez affaire, petite fille. Vous vous prenez pour une sorte de héroïne. Vous êtes une serveuse. Je suis Marco Bellini. J'ai renversé des gouvernements pour des hommes comme lui. Il désigna Croft avec son arme. Peu importe que votre nom soit César. Ahara répondit, sa voix tombant à un chuchotement glacial. Vous avez apporté votre guerre chez moi. Vous avez menacé mes invités, et je vous demande poliment une dernière fois de partir. Pour la première fois, Marco la vit. Il la vit vraiment. Pas l'uniforme, pas la servante. Il vit le port de ses épaules, la concentration inébranlable dans ses yeux, la façon professionnelle dont elle tenait son arme. Il vit un prédateur le regardant en retour. Et à cet instant, un fragment de doute, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, se logea dans son cœur. Qui était cette femme? L'impasse s'étira, mince et fragile comme du verre. L'air du Gilded Spoon était épais de l'odeur de cordite, de peur et de parfum cher. Les clients étaient figés, pris au piège entre 2 professionnels armés, leur monde de luxe tranquille brisé. Marco Bellini tenait son arme stable sur Julian Croft, mais ses yeux étaient fixés sur Ahara. Son esprit, entraîné à l'évaluation des menaces, luttait pour la catégoriser. Elle n'était pas des forces de l'ordre. Ses mouvements étaient trop bruts, trop efficaces, dépourvus de la rigidité procédurale. Elle n'était pas militaire. Sa concentration était sur la neutralisation, pas sur le meurtre. Elle était autre chose, quelque chose qu'il n'avait pas rencontré. Vous avez fait une grave erreur de calcul, serveuse, dit Marco, sa voix un grognement bas. Il tentait de reprendre le contrôle du récit, de rétablir sa domination. Monsieur Thorne paie très bien pour le succès, mais il paie encore mieux pour la loyauté. Mes hommes seront indemnisés pour leur désagrément. Ahara ne s'y a pas. Ses yeux s'esquivèrent une fraction de seconde, non pas loin de lui, mais au-delà de lui vers le grand miroir orné sur le mur derrière le bar. Il lui offrait une vue déformée mais cruciale de l'entrée principale. Pas de sirène encore, pas de lumière clignotante. Quelqu'un avait dû appeler le 911, mais dans le chaos embouteillé d'une nuit pluvieuse à Manhattan, le temps de réponse était une variable sur laquelle elle ne pouvait pas compter. Il n'y avait toujours que. Cela n'a pas besoin de se terminer par d'autres blessés, dit-elle, son ton neutre. Ce n'était pas une supplique. C'était une déclaration de fait,
une offre de sortie qu'il était trop fier pour prendre. Croft, qui avait observé cet échange avec un mélange de terreur et d'étonnement absolu, commença lentement à se lever de la banquette. C'était un homme habitué à être l'acteur principal dans n'importe quelle pièce, et ses instincts lui hurlaient de faire quelque chose. Restez au sol. Ara et Marco claquèrent à l'unisson, leur tête se tournant vers Croft. Et dans ce moment partagé de distraction, la dynamique changea. C'était l'ouverture que Marco attendait. Il n'allait pas simplement tirer sur Croft. Ce serait un échec de sa mission. Sa mission était d'extraire Croft et la clé. Alors, au lieu d'appuyer sur la gâchette contre le milliardaire, il tira au sol juste devant la banquette. Bang! Le coup fut retentissant, une explosion de souffle qui déchira le calme. Des copeaux de bois explosèrent du parquet ancien. Croft recula violemment, s'écrasant contre les coussins de velours. Le coup servit son but. C'était une diversion, une surcharge sensorielle. Alors que les yeux d'Ara clignèrent instinctivement vers le son et le mouvement, Marco bougea. Il ne courut pas vers elle. Il plongea de côté derrière une lourde table en chêne renversée, s'en servant de couverture. C'était un professionnel. Il connaissait la valeur d'une couverture solide. « Vous êtes bonne » cria-t-il, sa voix légèrement étouffée par le bois. « Je vous l'accorde. Mais vous êtes seul. J'ai tout mon temps. » L'esprit d'Ara travaillait. Il avait raison. Dans un siège prolongé, elle était désavantagée. Elle devait en finir maintenant. Elle commença à se déplacer, non pas vers lui, mais loin, utilisant la ligne des banquettes comme couverture, contournant le plancher principal du restaurant. Ce devint un jeu mortel du chat et de la souris parmi les ruines de la haute cuisine. « Qui vous a entraîné » cria Marco, sa voix sondant, essayant de la cerner. « Le Mossad ? L'agence ? Vous n'êtes pas un soldat ordinaire. » Ara resta silencieuse. Elle ne voulait pas qu'il entende sa voix, qu'il localise sa position. Elle se déplaça comme de la fumée, ses chaussures de travail à semelles souples ne faisant aucun bruit. Elle passa devant une table où un couple terrifié était blotti. L'homme protégeait la femme de son corps. Ara croisa son regard une fraction de seconde, et dans son regard, il n'y avait pas d'excuse, mais une promesse silencieuse et d'acier. « Restez au sol. Je m'en occupe. » Elle atteignit le poste du maître d'hôtel près de l'entrée. Sur celui-ci se trouvait une lourde statue de cygne en bronze massif. Une pièce décorative qui pesait au moins 9 kg. Une idée, désespérée et dangereuse, commença à se former. Marco, quant à lui, devenait impatient. Il ne pouvait pas la voir. Cette invisibilité le déstabilisait. Il sortit de derrière sa table pour un rapide coup d'œil. Rien. Il se laissa retomber. Il était sur le point de se déplacer vers une nouvelle position lorsqu'un éclair de mouvement attira son regard, non pas des banquettes, mais de la fenêtre avant. C'était un reflet. Pendant une seule et fatale seconde, il vit la silhouette d'Ara dans la vitre striée de pluie, debout près de l'avant du restaurant. Il réagit instantanément, se levant et tirant 2 coups rapides dans cette direction. Clac. Clac. La fenêtre se brisa, explosant vers l'intérieur en une pluie de verre et de pluie. Une rafale de vent et le bruit de la ville inondèrent le restaurant, mais Ara n'était pas là. Ce qu'il avait vu, c'était elle jetant sa veste de service noire sur la statue de cygne en bronze et la tenant en l'air une seconde pour créer un reflet trompeur. C'était une ruse de diversion classique. Alors qu'il tirait sur le fantôme, elle sprinquait à plat et vite directement vers sa position de côté. Marco réalisa son erreur au moment où il tira. Il se retourna, essayant d'acquérir sa nouvelle cible, mais elle était déjà sur lui. Elle s'écrasa sur lui avec la force d'un secondeur. Ils tombèrent dans un enchevêtrement de membres, l'arme de Marco s'envola de sa main et glissa sur le sol. Maintenant, c'était primaire. Pas d'arme, juste l'habileté et la volonté. Marco était fort, son corps nerveux de muscles après des années d'entraînement discipliné. Il roula, essayant de prendre le dessus pour utiliser son avantage de poids. Mais Ara était un tourbillon de violence contrôlée. Elle n'essayait pas de le maîtriser par la force. Elle le démantelait systématiquement. Un coup de coude, dur et aigu, sur ses côtes flottantes. Il haleta, le souffle coupé. Le talon de sa main frappant le pont de son nez. Il sentit un craquement, et ses yeux s'embuèrent, l'aveuglant de douleur. Il frappa d'un poing sauvage et puissant, essayant de toucher sa tête. Elle esquiva, et alors que son bras passait au-dessus d'elle, elle le bloqua dans une clé articulaire brutale, appliquant une pression sur son coude d'une manière qu'il n'était pas censé plier. Marco poussa un cri d'agonie, brut et animal, un contraste frappant avec son attitude suave précédente. C'était une douleur qui transcendait l'entraînement et la discipline. La clé. Où est la clé, gargouilla-t-il, le sang de son nez cassé emplissant sa bouche. Même dans l'agonie, il restait concentré sur sa mission. Ara l'ignora. Elle augmenta la pression sur son bras, son visage un masque de fureur froide. C'était pour les clients terrifiés. C'était pour la sainteté d'un lieu qu'elle avait considéré pendant 5 ans comme un refuge. C'était pour la promesse qu'elle avait faite sur la tombe de son frère. Avec un dernier claquement répugnant, elle lui disloqua le coude. Le cri de Marco mourut dans sa gorge, remplacé par un sanglot rauque et étouffé de douleur. Il s'effondra, son corps tremblant. Tout combat s'était éteint en lui. Il était brisé. Ara se leva, respirant difficilement. Elle regarda l'homme qui avait apporté le chaos dans son monde. Son visage était un mélange de sang et de larmes, son costume cher ruiné. Elle ne ressentait aucune pitié, seulement une satisfaction sombre et lasse. Elle scanna la pièce. Les 4 hommes restants étaient à terre, inconscients ou incapables d'agir. Les clients étaient toujours blottis,
la regardant avec un mélange de terreur et d'admiration. Et dans la banquette 7, Julian Croft se levait lentement, son visage pâle, ses yeux bleus fixés sur elle avec une expression qu'elle ne pouvait commencer à déchiffrer. Le combat était terminé. La violence avait pris fin, mais pour Vance, la vraie bataille ne faisait que commencer. Car alors qu'elle regardait Marco vaincu et le milliardaire déconcerté, un nom résonna dans sa mémoire. Un nom que Marco avait prononcé et qui changeait maintenant tout. Monsieur Thorne. Son sang se glaça, plus froid qu'à aucun moment pendant le combat. Robert Thorne. Elle connaissait ce nom, et la connaissance de qui il était et de ce qu'il représentait pour son passé lui envoya un tremblement de choc plus débilitant qu'aucun coup de poing ou balle n'aurait jamais pu l'être. Les conséquences immédiates du combat furent un tableau surréaliste. Les sons de la ville, des sirènes lointaines se rapprochant enfin, s'engouffrèrent par la fenêtre brisée, se mêlant aux doux sanglots de quelques clients et à la respiration rauque et douloureuse de Marco Bellini. Ara se tenait au centre du chaos qu'elle avait créé, le Glock toujours tenu lâchement dans sa main, bien que plus pointé vers rien. Son adrénaline commençait à se retirer, laissant derrière elle une profonde fatigue accablante et le goût métallique familier de la violence dans sa bouche. Ses phalanges étaient écorchées à vif. Un bleu profond se formait déjà sur sa joue, où l'un des coups maladroits de Marco l'avait effleuré, mais elle ne sentait rien de tout cela. Tout ce qu'elle pouvait sentir, c'était le choc sismique de ce nom, Robert Thorne. Son esprit, qui avait été un prodige de clarté tactique quelques instants auparavant, était maintenant un tourbillon de souvenirs conflictuels. Elle revoyait un centre communautaire poussiéreux et sous-financé dans un quartier difficile de Brooklyn. Elle voyait un groupe de gamins effrayés et en colère, elle-même parmi eux, perdue après la mort insensée de son frère aîné, David, poignardé pour une dette de $20. Et elle revoyait un homme bon, doux, aux tempes grisonnantes et aux yeux doux, qui était apparu un jour comme un ange. Robert Thorne. Il n'était pas seulement un bienfaiteur. Il était un sauveur. Il avait utilisé son propre argent pour rénover le centre, pour construire un nouveau gymnase de boxe, pour embaucher des conseillers. Il avait personnellement financé le programme d'autodéfense, celui enseigné par le sergent Kalin, un ancien des forces spéciales, barbu et implacable, que Thorne avait engagé. Thorne avait vu la rage brute et non canalisée chez une Ara de 16 ans et l'avait orienté vers la classe de Kalin. Discipline, Ara, lui avait-il dit un jour, sa voix douce. Elle transforme la colère en force. Elle vous donne le contrôle. Il lui avait donné un exutoire. Il lui avait donné un avenir. Les compétences qui venaient de sauver la vie d'un milliardaire, les compétences qui définissaient la partie la plus secrète et la plus puissante d'elle-même, étaient un don direct de l'homme qui avait envoyé ses tueurs. Le monde bascula sur son axe. Elle venait de protéger Julian Croft, un homme dont elle ne connaissait le nom que par les pages économiques, des conséquences d'une guerre avec Robert Thorne, l'homme qui avait, à bien des égards, sauvé sa propre vie. L'ironie fut un coup physique, lui coupant le souffle plus efficacement qu'aucun coup de poing. Mademoiselle Vance, la voix de Julian Croft rompit sa rêverie. Il avait quitté sa banquette et se tenait à quelques mètres, son costume immaculé, à l'exception d'une poussière de plâtre due à une balle perdue. Son visage était un masque complexe de choc, de gratitude et d'intense curiosité. Il la regardait non pas comme une serveuse, mais comme une énigme qu'il devait absolument résoudre. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Ara ne put que hocher la tête, sa gorge trop serrée pour parler. Elle regarda l'homme gémissant sur le sol, Marco Bellini, le fantôme. C'était l'homme de Thorne. Il travaillait pour l'homme qui lui avait appris à ne jamais être une victime. Et elle venait de l'estropier pour protéger qui, exactement? Il a dit qu'il voulait la clé Phénix, déclara Croft, sa voix basse et urgente, ses yeux balayant la pièce, s'assurant que personne n'était assez proche pour entendre. Comment pouvait-il savoir ça? Ara trouva enfin sa voix, bien qu'elle sortît en un murmure tendu. Qu'est-ce que c'est? C'est. Croft hésita, son regard la balaya, l'évaluant. C'est un plan de contingence. Une assurance de données. Il était évasif, l'habitat naturel d'un homme comme lui. Marco, étendu sur le sol, se tenant son bras ruiné, laissa échapper un rire douloureux et sifflant. Assurance. Cracha-t-il, du sang maculant ses lèvres. Il appelle ça une assurance. Thorne appelle ça un vol, la propriété intellectuelle d'un projet qui aurait pu changer le monde avant que ce vautour, il lança un regard noir à Croft, ne dépecèle sa compagnie et ne la vole pour lui-même. Les yeux d'Ara se tournèrent vers Croft, une question silencieuse brûlant en eux. La mâchoire de Croft se serra. Le projet de Thorne était imprudent, instable. Il aurait déstabilisé l'ensemble du marché financier mondial. Je ne l'ai pas volé. Je l'ai contenu. J'ai fait ce qui était nécessaire pour prévenir une catastrophe. Vous avez fait ce qui était nécessaire pour maintenir votre monopole. Grogna Marco. Vous l'avez ruiné. Un homme bon. Vous l'avez laissé sans rien. Chaque mot de Marco était un coup de marteau aux fondations du monde d'Ara. Un homme bon. Elle savait que Robert Thorne était un homme bon. Elle était la preuve vivante de sa bonté. Il ne lui avait rien pris. Il lui avait tout donné. Et cet homme, ce Julian Croft, l'avait détruit. Elle protégeait le méchant de l'histoire de son propre sauveur. Le médaillon en argent sous sa chemise lui parut soudain incroyablement lourd, comme une pierre de moulin autour de son cou. Il contenait une minuscule photo pliée d'elle et de son frère David, prise une semaine avant sa mort. Le centre communautaire de Thorne était censé être son héritage. Tout ce qu'elle avait appris, chaque épreuve qu'elle avait surmontée, était au service d'honorer cette mémoire et de rendre la gentillesse que Thorne lui avait montrée. Et qu'avait-elle fait? Sa prise sur le Glock se desserra. Son poids devint soudain insupportable. Que défendait-elle? Une clé d'assurance pour un prédateur corporatif? Croft vit le changement dans ses yeux.
Il vit le doute, le conflit, la soudaine et dangereuse vacillation de son allégeance. Il était un maître dans l'art de lire les gens, et il savait qu'il était en train de la perdre. Mademoiselle Vance, dit-il, sa voix baissant, devenant plus personnelle, plus urgente. Peu importe ce que vous croyez de moi ou de Thorne, regardez autour de vous. Ces gens, il désigna les clients terrifiés. Ils ne se soucient pas de la clé Phénix ou de l'espionnage corporatif. Ils étaient pris entre deux feux d'une guerre dont ils ne savaient rien. Vous ne m'avez pas sauvé. Vous les avez sauvés. Ces mots touchèrent une corde sensible. Son regard dériva de son visage vers le couple qu'elle avait croisé, qui aidait maintenant une femme âgée à se lever. Elle vit Antoine, le maître d'hôtel, rassurer discrètement son personnel. Croft avait raison. Ses actions, nées d'un vœu personnel, avaient créé un bouclier pour tous dans le restaurant. Sa loyauté n'était pas envers Croft ou le souvenir de Thorne. Elle était envers les innocents. C'était la promesse que personne en sa présence ne serait plus jamais une victime impuissante. Le conflit dans ses yeux ne disparut pas, mais il s'aiguisa en une nouvelle sorte de résolution. Il ne s'agissait plus de choisir un camp. Il s'agissait de mettre fin au conflit. Elle fit 3 pas décidés et se tint au-dessus de Marco Bellini. Il sursauta alors que son ombre le recouvrait. Elle s'accroupit, non pas avec sympathie, mais avec un calme déconcertant. La clé, dit-elle, sa voix un ordre bas. Monsieur Croft ne partira pas avec vous ce soir, mais votre employeur veut toujours sa propriété, alors vous allez lui transmettre un message. Marco la fixa, confus et méfiant. Croft observait son expression, un mélange d'appréhension et de fascination. Que faisait-elle? Quel message, râla Marco. Vous dites à Robert Thorne que la clé Phénix est maintenant entre les mains d'une tierce partie, dit Hara, sa voix froide et claire. Elle est sécurisée. Elle n'est plus en jeu. Si lui ou qui que ce soit d'autre fait un jour un geste contre Monsieur Croft ou quiconque dans cette pièce, le contenu de la clé sera diffusé à toutes les grandes agences de presse et régulateurs financiers de la planète. Les yeux de Croft s'écarquillèrent. Elle bluffait. Elle n'avait pas la clé. Marco, cependant, ne le savait pas. Il vit la conviction dans ses yeux. Vous ne l'avez pas, défia-t-il faiblement. Hara se pencha plus près, sa voix tombant à un murmure destiné uniquement à lui. Vos hommes sont vivants, meurtris et brisés, mais vivants. J'aurais pu vous tuer tous. J'ai choisi de ne pas le faire. Ai-je l'air d'une personne qui bluffe? Vous lui dites que la sœur de David l'a. Il saura ce que ça veut dire. La mention du nom de son frère fut une clé, déverrouillant un nouveau niveau de compréhension pour Marco. Ce n'était pas aléatoire. C'était personnel. Il se contenta de hocher la tête, le combat vraiment est finalement disparu de lui. Hara se leva et se tourna vers Croft. Elle tendit le bloc, poignet en premier. Je crois que ceci est à vous, dit-elle, son ton professionnel, comme si elle lui tendait un manteau perdu. Croft fixa l'arme, puis son visage. Il comprit instantanément ce qu'elle avait fait. Elle ne l'avait pas choisi. Elle avait choisi la neutralité. Elle avait créé une impasse, une destruction mutuelle assurée, qui le protégeait bien mieux qu'aucun garde du corps. Et ce faisant, elle avait pris le contrôle de toute la situation. Elle détenait maintenant le levier sur lui et Thorne. Il ne prit pas l'arme. Des bruits de bottes lourdes résonnaient sur le trottoir extérieur. La police devra prendre ça, dit-il calmement. Ils auront des questions, beaucoup. Laissez mes avocats s'en occuper. Ne dites pas un mot avant leur arrivée. Je peux gérer mes propres questions, répondit-elle, une pointe d'acier dans sa voix. Il esquissa un petit sourire ironique. Bien sûr, vous le pouvez. Il fouilla dans sa veste, et pendant un instant angoissant, Hara se tendit. Mais il ne cherchait pas une arme. Il sortit un petit objet presque invisible d'une poche cachée cousue dans la doublure de son costume. C'était une minuscule clé USB, pas plus grosse qu'un ongle, en forme de plume dorée. La clé Phénix. Sans un mot, il la lui pressa dans la main. Les doigts d'Hara se refermèrent autour d'elle, la chaleur de sa main, la réalité froide et dure de l'objet. C'était un acte de confiance absolument insensé. Ou peut-être la décision commerciale la plus calculée de sa vie. Il plaçait son assurance entre les mains de la seule personne qui avait prouvé qu'elle pouvait la défendre. Il déplaçait sa reine sur la case la plus sûre, la plus imprévisible de l'échiquier. Vous avez appelé ça une tierce partie, dit-il, sa voix à peine un murmure alors que les premiers policiers faisaient irruption par la porte, arme au poing. Maintenant, vous en êtes une. La police déferla, une vague d'uniformes bleus et d'ordre criait. Nip. Lâchez l'arme, main en l'air. Lentement, délibérément, Hara posa le bloc sur une table voisine. Elle leva ses mains vides, son poing droit serré autour de la minuscule clé qui avait causé tout ce chaos. Son visage était calme, son expression illisible. Elle n'était plus seulement Hara Vance, la serveuse. Elle n'était plus seulement le fantôme de la salle d'entraînement du sergent Kalin. Elle était quelque chose de nouveau, forgé dans le creuset de cette nuit. Alors que la police sécurisait la scène, menottant les hommes de main gémissant et appelant les ambulanciers, un détective s'approcha d'elle et de Croft. Croft prit immédiatement les choses en main, sa voix retrouvant son ton de commandement familier, tissant un récit d'un vol qui avait mal tourné, d'une serveuse courageuse qui s'était défendue et avait défendu les autres. Il la protégeait, inventant une histoire qui la tiendrait hors d'une cellule de prison. Mais Hara connaissait la vérité. Ce n'était pas fini. C'était un nouveau commencement. Elle était sortie de l'ombre, et ce faisant, elle s'était placée au centre d'une guerre entre deux hommes puissants et impitoyables, l'un d'eux lui ayant sauvé la vie, l'autre dont elle venait de sauver la vie. Et dans sa main, elle tenait l'arme qui pourrait les détruire tous les deux.
Le choix n'était plus de savoir pour qui se battre, mais quoi construire des cendres. Les jours qui suivirent furent un tourbillon soigneusement géré. L'équipe juridique de Julian Croft descendit comme une unité tactique, assainissant le chaos au Gilded Spoon en un récit acceptable et héroïque pour la police et la presse. L'histoire officielle était une tentative de vol des jouets, et Ara Vance était la courageuse serveuse avec un talent surprenant pour l'autodéfense. La vérité fut enterrée sous une montagne de paperasse et d'accords de non-divulgation. Une semaine plus tard, Ara se tenait non pas dans un poste de police, mais dans le bureau de Julian Croft, une cage de verre au sommet de la ville. Il l'attendait près de la fenêtre, une silhouette contre la métropole tentaculaire. « Je vous dois une dette qui ne peut être remboursée par l'argent », commença-t-il, se tournant vers elle. Bien qu'une somme ait été transférée sur un compte privé qui vous assurera la liberté de faire ce que vous voulez de votre vie. Il marqua une pause, son regard intense. « Mais je ne vous ai pas fait venir ici pour cela. Je ne vous offre pas un poste de garde du corps. » Un garde du corps réagit. « J'ai besoin de quelqu'un qui agit d'abord. » Il désigna la ville en contrebas. « Mon empire a 1000 ennemis. Des rivaux corporatifs, des acteurs politiques, et des hommes comme Thorne. Je les combats dans les salles de conseil, mais les règles changent. J'ai besoin d'un nouveau département. Un qui opère dans les zones grises. Votre département. Vous le construirez de A à Z. Vous ne répondrez qu'à moi. Votre mandat, neutraliser les menaces avant même qu'elles n'aient un nom. » C'était une offre de pouvoir immense, un royaume d'ombre. Ara croisa son regard, son expression illisible. Elle avait passé 5 ans à fuir ses compétences, et maintenant on lui demandait de construire un trône sur elle. « J'accepte, dit-elle, à 2 conditions. » Le sourcil de Croft se haussa de surprise. « Premièrement, déclara Ara, sa voix ferme. Robert Thorne doit être laissé tranquille. Aucune représaille de votre part ou de celle de votre entreprise. L'impasse que j'ai créée tient. Il reste en retrait, et vous le laissez là. » C'était une demande audacieuse, protégeant son ennemi. Après un moment de réflexion, Croft acquiesça d'un seul hochement de tête sec. « Fait. Deuxièmement, continua-t-elle, sa voix baissant. Je garde la clé Phénix. » Elle leva le minuscule appareil en forme de plume qu'elle avait dissimulé depuis cette nuit. « Il n'appartient ni à vous ni à lui. Il m'appartient. C'est mon levier, Monsieur Croft, pour m'assurer que les actions nécessaires que votre entreprise entreprend ne franchissent pas une ligne que je ne suis pas prête à défendre. » Elle ne demandait pas à être son arme, mais son contrepoids. Pendant un long moment, le milliardaire fut silencieux, étudiant la femme devant lui. Puis un lent sourire sincère se répandit sur son visage, un regard de respect pur et inaltéré. Il s'attendait à un soldat, mais il avait trouvé une stratège. « Bienvenue chez Croft Enterprises, mademoiselle Vance, dit-il, lui tendant la main. Ara la prit. Alors que leurs mains se serraient, un nouveau contrat fut scellé au-dessus de la ville. La serveuse était un fantôme, une histoire laissée derrière dans un restaurant vide. À sa place se tenait la directrice de ses opérations les plus secrètes, une reine sur un échiquier de sa propre création, gardant à jamais la ligne entre protection et perdition. Ainsi se termine l'histoire de cette nuit pluvieuse au Gilded Spoon. Mais l'histoire d'Ara Vance ne fait que commencer. C'est un puissant rappel que derrière les visages les plus ordinaires peut se cacher une force extraordinaire, et que nos cicatrices les plus profondes peuvent souvent être la source de notre plus grande puissance. C'est un récit non pas du bien contre le mal, mais de la zone grise complexe et désordonnée où le vrai caractère est forgé. Un milliardaire, un bienfaiteur et la femme prise entre eux. Qui avait vraiment raison? Qu'auriez-vous fait avec un tel pouvoir entre vos mains? Les lignes sont rarement aussi claires qu'elles le semblent. Si cette histoire de courage, de conflit et de la naissance d'un nouveau type de pouvoir a résonné en vous, veuillez montrer votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime. Partagez cette vidéo avec un ami qui apprécie une histoire avec une vraie profondeur et des rebondissements inattendus. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous avons beaucoup d'autres histoires comme celle-ci à partager, des récits qui vont au-delà des gros titres pour explorer les incroyables complexités de l'esprit humain. Votre soutien rend tout cela possible. Merci de nous avoir écoutés.